et une interface historique sur l'essence et nous expliquer s'il a du sens. De sens. Bon voilà, j'ai choisi ce titre un peu parce que en fait je me suis aperçu que donc votre série de séminaires s'appelait Kant, langage et cognition et mathématiques et cognition. Et mais Giuseppe m'avait expliqué que bon voilà, je pouvais quand même parler un peu de choses que je connaissais plutôt que de Kant. Je me sentirais bien incompétent d'en parler. Mais donc je vais plutôt parler de mathématiques et cognition, mais je me suis dit un titre comme ça, et peut-être, je ne sais pas pourquoi, une espèce de résonance avec un problème philosophique qui est en fait effectif, bien que moi je ne me sens pas capable d'adresser vraiment sérieusement. Je pense que on peut se demander si, dans les modèles mathématiques que l'on utilise, si le fait d'utiliser tel type de modèle a une pertinence au-delà des impératifs pratiques d'efficacité que l'on a quand on veut faire un modèle. Est-ce que ça a une pertinence autre? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose de naturel, entre guillemets, qui serait, voilà, qui correspondrait à la réalité, entre guillemets, dans le modèle. Et donc là, la question, ce serait, est-ce que, quand on observe le lexique dans son ensemble, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça dépasse simplement les impératifs pragmatiques d'efficacité, que de représenter ce lexique, le sens dans ce lexique, de le représenter par un espace géométrique? Voilà, c'est un peu la question que je pose. Alors, cette question, ça fait un bout de temps que j'y travaille, enfin que je travaille à la géométrisation du sens, sans trop me poser la question de savoir si ça a un sens autre. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, ce qu'on faisait dans mon équipe de recherche, c'était essentiellement de travailler sur des notions locales, c'est-à-dire qu'on travaillait sur le sens, soit le sens d'une unité linguistique. Et l'idée, c'est à ce moment-là qu'effectivement, quand on veut modéliser les différents sens que peut prendre une unité, on a intérêt, d'un point de vue pratique, on a intérêt à prendre des représentations géométriques. Alors ça, c'est pas une évidence, c'est un choix méthodologique que nous avons fait, mais que là, je suis prêt à défendre d'exemple parce que je pense qu'on a obtenu aujourd'hui suffisamment de résultats pour montrer que, effectivement, grâce à ces représentations géométriques, on peut traiter le problème de la polysémie, le fait qu'une unité est généralement plusieurs sens différents, comme le montrent tous les dictionnaires, et le fait que dans un énoncé donné, elle va prendre un de ces sens, eh bien tous les problèmes que cela pose peuvent être résolus de façon plus efficace, plus adéquate, plus agréable, plus satisfaisante avec un modèle géométrique, avec les modèles algébriques habituels. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, ce qui est intéressant avec la géométrie dans ce cas-là, c'est que les notions de proximité entre sens, ils sont bien mieux représentées. Ce qui est clair, c'est quand un mot, on va avoir des exemples, quand un mot a plusieurs sens, il y a des sens qui sont plus proches les uns que les autres. Et c'est vrai que les représenter dans un espace sémantique, ça permet effectivement d'être plus efficace. Maintenant, la question qu'on se pose depuis pas très longtemps, depuis à peu près un an, c'est de regarder les choses plus globalement. Pas s'intéresser à ce qui se passe avec une unité linguistique, mais s'intéresser à ce qui se passe avec le système des unités linguistiques. Soit le système global, l'ensemble des mots d'un lexique, l'ensemble des mots du français par exemple, soit une partie de ce lexique, par exemple l'ensemble des verbes, c'est là-dessus qu'on a nos premiers résultats que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, on a tous les verbes du français, et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'au-delà, chaque verbe, je peux lui représenter son petit espace sémantique, ses différents sens, comment ils sont liés entre eux, etc. Mais l'ensemble des verbes du français, est-ce que ça a du sens d'en faire une représentation géométrique globale? À ce moment-là, évidemment, ce qui va compter, c'est est-ce que les dimensions de mon espace, est-ce que ces dimensions-là vont elles-mêmes prendre un certain sens? Si ces dimensions ont du sens, on peut dire qu'effectivement, il y a quelque chose d'intéressant à faire avec l'ensemble du lexique. Sinon, non. Donc voilà, c'est la question que je pose. C'est la première fois que je la pose de cette manière-là. C'est un travail qui est vraiment en cours. Donc vous excuserez les approximations et puis surtout l'état d'inachèvement du travail, comme vous allez le voir. Mais bon, c'est la première fois que je la pose sous cet angle-là.
Pourquoi on s'est mis à travailler sur tout le lexique? C'est pas du tout pour répondre à cette question en général, c'est parce qu'on en a eu besoin. Hein, comme vous allez le voir, quand on travaille localement sur le sens d'un mot, à un moment donné, on a besoin effectivement de replacer ça dans un contexte plus général de l'ensemble des mots lexiques, et c'est pour ça qu'on s'est mis à travailler là. Bien, vous n'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions au fur et à mesure, hein, c'est vraiment, ça me ferait plaisir. Je vais commencer par vous présenter rapidement, puisque ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand même, pour que vous puissiez suivre la suite, la méthode locale qu'on a mise au point, donc avec Sabine Plou, hein, il y a quelques années à l'université de Caen, qu'on avait mise au point pour justement géométriser le sens local, hein, donc le sens d'une unité. Comme vous allez le voir, on part d'un graphe, le graphe de synonymie des mots du français. Et c'est à partir de ce graphe qu'en 3 étapes, on arrive à donner une représentation géométrique du sens. Alors je vais être concret, je vais prendre un exemple tout de suite, comme ça vous allez voir en détail comment ça se passe. Alors cet exemple, c'est un des adjectifs les plus polysémiques du français, c'est l'adjectif sec. Ça peut se faire dans beaucoup de langues, hein, que l'adjectif correspondant dans d'autres langues soit très polysémique. En français, c'est un des, je crois, 20 ou 30 adjectifs les plus polysémiques, si on en juge par le nombre de divisions qu'on peut trouver dans un dictionnaire, hein, sur le mot sec. Alors là, je vous ai mis un certain nombre de ces emplois, hein, parmi les plus fréquents. Il y en a d'autres. Hein, dans le trésor de la langue française, qui est le grand dictionnaire que le CNRS a mis, je ne sais pas combien, 20 ans à construire à partir d'un énorme corpus, c'est un très très beau travail, qui aujourd'hui est sur le web, hein, ça s'appelle le TLFI, Trésor de la langue française informatisée, et n'importe qui peut donc y avoir accès, l'utiliser, etc. Sur le web. Donc dans le TLF, il y a plus de 30 subdivisions, donc 30 sens différents qui sont énumérés pour le mot sec. Mais les plus importants sont là. D'abord le sens qu'on a envie d'appeler le sens premier, hein, le sens qui vient le premier en tête quand on vous demande ce que veut dire sec, le contraire de humide, hein, pour aller vite. Mais il y a aussi un autre sens physique extrêmement important, c'est le sens de maigreur, hein, un homme sec, un homme maigre. Il y a un sens qui est celui d'être improductif, soit au figuré, comme ici, rester sec à un examen, mais aussi au sens propre, hein, une terre sèche, c'est une terre qui est improductive. Et puis vous avez des sens dits psychologiques. Hein, là j'ai mis insensible, mais il y en a, on peut faire des tailles sensibles, égoïstes, brutales, etc. Enfin, il y a des tas de sens psychologiques qu'on peut trouver avec sec. Et puis il y a un autre sens qui est un sens qui s'applique plutôt à des événements. Hein, donner un coup sec, c'est donner un coup qui ne dure pas longtemps, hein, donc il y a une notion de durée temporelle d'un événement avec sec. Et puis enfin, il y a un sens qui est peut-être, d'une certaine manière, le sens le plus productif de l'adjectif sec en français. Là, j'ai traduit par seul, mais c'est pas très bon comme traduction. C'est le fait qu'effectivement, on va dire que quelque chose est sec quand il se présente sans la garniture habituelle qui en fait tout son sel, tout son existant, hein, tout ce qui est existant. Hein, il n'y a plus que la chose en question. Par exemple, là, effectivement, un atout sec, c'est un atout, pas de problème, il est là, mais comme il n'a pas d'autres atouts autour, là, il ne joue pas vraiment son rôle pleinement qu'on pourrait attendre d'un atout. Alors c'est très productif, hein, le quinquennat sec, si vous vous souvenez, il y a quelques années, hein, c'était la formule, voilà, on va voter pour le quinquennat sec. Ça veut dire, bon, on votait juste sur la question du quinquennat, on va rajouter aucune des fioritures auxquelles on aurait pu s'attendre si on faisait une petite réforme de la Constitution. D'accord? Donc voilà, ce genre d'emploi de sec est un emploi extrêmement important, ça a donné aussi être sec pour ne pas avoir d'argent, des choses comme ça, et après tout, si vous prenez cette définition-là, vous pouvez voir qu'elle est applicable à l'ensemble des autres sens de sec. Il y a une espèce de noyau de sens qui est là et qui pourrait expliquer tous ces emplois. Bref, voilà, ça c'est les travails des linguistes. Là, ils prennent un mot comme sec, ils regardent des tonnes d'emplois de ce mot et puis voilà, ils essaient de les catégoriser, de les classer.
Alors, est-ce que, de manière automatique, avec des ingrédients relativement simples, est-ce qu'on pourrait trouver une représentation de ces différents sens géométriques qui soit satisfaisante au sens où les sens les plus proches se rejoignent? Alors, c'est ce qu'on a fait avec une méthode qui utilise une ressource, à savoir les dictionnaires de synonymes. On a pris 7 dictionnaires de synonymes du français, très très différents les uns des autres. Qui ont été rendus électroniques d'ailleurs par dans la labo du CNRS. Et de cela, on a gardé de l'ensemble des applications synonymes, on a gardé que la relation de synonymie elle-même. La relation de synonymie, c'est tout simple, c'est un lexicographe a trouvé pour une raison ou pour une autre que dans un certain nombre de contextes, on pouvait remplacer tel mot par tel autre. C'est ça notre relation de synonyme. Donc on l'a rendu symétrique, puisque on peut remplacer un mot par l'autre dans certaines phrases par là. On l'a rendu symétrique, pas transitive du tout, hein, c'est pas une relation qui est transitive. Et puis on a accumulé, on a regroupé tous les dictionnaires, hein, puisque l'idée c'est qu'il suffit qu'un lexicographe ait trouvé que pour que la relation soit là. Donc c'est une relation là qui est à la fois une relation assez simplement définie et qui est en même temps une relation très riche du point de vue sémantique. Ce n'est pas une relation qu'on va trouver dans les corpus. Hein. Il faut qu'il y ait eu un locuteur de la langue, en l'occurrence des lexicographes, qui ait attesté qu'effectivement, par exemple, dans un homme, un vieil homme sec et ridé, on peut remplacer sec par maigre. On peut dire un vieil homme maigre et ridé, sans avoir beaucoup changé le sens du mot sec dans cet énoncé-là. D'accord? Voilà un peu le point de départ. Alors ça, on l'a, et on l'a pour toute la langue française. Donc on a tout le dictionnaire du français qui est sous cette forme. Alors si on regarde pour sec, quels sont les voisins du sec, quels sont les synonymes de sec dans le graphe, eh bien il y en a 56, vous en avez quelques-uns au tableau, et vous voyez que effectivement, ça recouvre à peu près tous les emplois de signes de sec. Mais bon, ça ne nous dit pas grand-chose sur la proximité qu'il peut y avoir entre les différents sens de sec, tel quel. Alors en fait, ce dictionnaire c'est un graphe, c'est-à-dire qu'on n'a pas simplement le fait que sec est voisin de stérile, d'aride, on a aussi dans le dictionnaire des informations supplémentaires, à savoir est-ce que stérile et aride sont eux-mêmes synonymes entre eux. D'accord? Donc vous voyez que pour chacun de ces synonymes que j'ai donnés tout à l'heure, on sait aussi avec lesquels il est synonyme. Desquels il est synonyme. D'accord? Alors ça nous a permis d'utiliser quelque chose qui est plus efficace que simplement la liste des synonymes, mais qui est le résultat d'un travail sur le graphe, et qui est le calcul de ce qu'on appelle les clics du graphe. Alors qu'est-ce que c'est qu'une clique du graphe, une clique maximale du graphe? C'est tout simplement un ensemble de nœuds du graphe qui sont tous reliés entre eux. Donc, par exemple, sur cette petite partie du graphe que je vous ai présenté là, il y a 56 synonymes, je n'ai pas pu les mettre tous et mettre toutes leurs relations, donc j'ai pris une petite partie pour être un peu plus pédagogique. Eh bien, on va trouver une clique qui est constituée par sec, stérile, aride et maigre. Vous voyez, les 4 sont tous reliés entre eux. Et c'est un ensemble maximal, c'est-à-dire que je ne peux pas rajouter décharné, parce que décharné est bien synonyme de maigre, d'aride et de sec, mais il n'est pas synonyme de stérile. Donc, ce n'est pas la même clique. En revanche, j'ai une autre clique qui est sec, aride, décharné et maigre. De l'autre côté du graphe, si j'ose dire, vous avez une clique qui est sec, rude, brusque, et une autre qui est sec, rude et austère. Autrement dit, quand je calcule les clics de cette partie du graphe, je ne fais pas les claques de cette partie de la griffe, eh bien, je m'aperçois que j'ai obtenu, à partir de ces, je ne sais combien, 7 synonymes, 8, j'ai obtenu 4 clics qui sont celles que vous avez au tableau. Et là, je me rends compte que ces 4 clics désignent des sens beaucoup plus précis de sec que ne le ferait aucun des synonymes pris isolément. Quand je dis sec, aride, maigre, stérile, on voit bien en particulier que maigre est aussi dans le sens stérile. Une terre maigre, c'est une terre qui ne produit pas beaucoup.
D'accord? C'est pas dans le sens de la maigreur physique que l'on fait. En revanche, dans sec, aride, maigre, décharné, eh bien là, maigre a pris le sens de la maigreur physique. Donc vous voyez, le fait de me donner des clics me permet d'obtenir des particules de sens, des particules élémentaires de sens. Voilà, ça a été notre point de départ, prendre comme postulat, grâce au clic, on allait avoir des points d'un espace sémantique, c'est-à-dire des petites particules de sens, dont il fallait savoir comment elles s'agençaient entre elles. Alors, quand on fait ça sur l'ensemble du graphe avec ces 56 synonymes, eh bien pour ça qu'on obtient 75 clics. Vous en avez quelques-unes au tableau et vous voyez que ça permet d'avoir des nuances de sens extrêmement précises quand on passe d'une clic à l'autre. Mais évidemment que quand on fait tout l'ensemble de la liste, on a couvert tout l'espace sémantique de C. Bon voilà, première partie du travail. C'est exactement première hypothèse de notre modèle. La clique va être un point de notre espace sémantique. Ensuite, il fallait qu'on trouve, pour pouvoir faire une représentation géométrique, il fallait qu'on trouve une distance entre ces clics. Là, on a cherché assez longtemps, parce que ce n'était pas du tout évident de trouver la bonne distance. Et c'est en fait une distance bien connue en stats, la métrique du Ki2, qui s'est avérée être la bonne distance pour ces clics. C'est assez logique. Qu'est-ce qu'elle veut dire en gros cette métrique du Ki2? Elle dit qu'il est d'autant plus important que deux clics est un synonyme en commun que ce synonyme n'est pas commun à tous les autres. Autrement dit, si vous avez un synonyme très généraliste de sec, eh bien le fait qu'il soit présent dans deux clics ne va pas rapprocher beaucoup ces deux clics. Par contre, si vous avez un synonyme très spécialisé de sec et pas dans deux clics, le fait que deux clics l'est, là, ça va être beaucoup plus important. Par exemple, on voit que maigre, qui était un peu plus général que décharné, va jouer moins dans la distance entre les clics et décharné. Vous voyez un peu mieux. Il y a aussi la notion du nombre de synonymes qu'il y a dans une clique, qui compte aussi. Bref, c'est une espèce de pondération de ce type-là qui finit par nous donner la bonne distance. Alors voilà, j'ai une bonne distance, j'ai des points, à chaque clic est un point dans un espace sémantique, mais cet espace sémantique tel que je l'ai fabriqué, il a pour l'instant 55 dimensions, c'est même le nombre de synonymes moins A, donc c'est beaucoup pour pouvoir faire des représentations géométriques qui aient un peu de sens, déjà pour l'humain qui va les regarder, mais aussi de sens au sens où ça ne me servirait à rien de travailler dans un espace à 56 dimensions parce que je serais tout aussi inefficace qu'en travaillant avec le dictionnaire tout entier. Il faut que j'arrive à faire une espèce de réduction de dimensionnalité pour capturer le maximum d'informations dans un modèle qui reste raisonnable du point de vue du nombre de ces variables, du nombre de ces degrés de liberté. Bon, ben ça on sait très bien faire, ce genre de choses, on fait des analyses en composants principales et puis on arrive au bout. Et c'est comme ça qu'on a obtenu la représentation de l'espace sémantique de sec que vous voyez au tableau. Autrement dit, en deux dimensions, avec cette réduction, on arrive à une représentation en deux dimensions où toutes les clics qui sont représentés ici par des points, toutes les clics de sec, donc tous les petits éléments de sens, ont pris une certaine position les uns par rapport aux autres. Alors on dirait ça a l'air bien beau, mais enfin bon, comment est-ce qu'on contrôle que les uns sont au bon endroit? Alors c'est là qu'on fait un travail qui est un travail qui n'a pas encore, qui ne peut pas être validé à lui tout seul. Il y a besoin d'autres étapes par la suite pour être validé. C'est que quand on a obtenu ce genre de représentation, le seul moyen qu'on en avait à l'époque pour valider notre travail, eh bien c'était de demander à un linguiste qu'est-ce qu'il en pensait. D'accord? C'est-à-dire qu'on a travaillé sur des tas de noms, de verbes, d'adjectifs, sur lesquels il y avait des sémanticiens qui avaient écrit beaucoup de choses importantes, et on leur a montré ces représentations en disant voilà, est-ce que vous trouvez vos billes? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a capturé l'essentiel du sémantisme de tel ou tel? Alors je vais vous faire ce petit travail-là, juste pour vous montrer mais très vite comment ça se passe. Eh bien, on regarde où sont situés les différentes clics et on s'aperçoit qu'effectivement, vous voyez, c'est une forme un peu triangulaire ici. Eh bien, à une des branches du triangle vont se retrouver tous les sens physiques de cette. En particulier squelettique et macélétique, c'est-à-dire le sens physique de la maigreur,
va se retrouver tout à fait dans ce point. Quand j'avance vers le centre, je passe à d'autres sens physiques, mais qui sont plus du côté de la stérilité, improductif, etc., vont se retrouver par ici. Et quand j'arrive là, j'arrive à un sens psychologique qui est l'indifférence, l'insensibilité, l'égoïsme. Avec, vous voyez, une espèce de gradation de sens qui est assez intéressante. Quand je vais d'ici, donc d'un sens psychologique, vers là, j'arrive à l'autre bout, et à l'autre troisième point de mon triangle, j'ai le sens bref, concis, sec, c'est-à-dire le sens, dont je vous avais dit, c'est un sens événementiel. Donc on passe progressivement d'un sens psychologique à un sens événementiel. Et si vous regardez bien comment ça se passe par une gradation dans laquelle, ici, on a plutôt affaire à un état psychologique, c'est une personne qui est comme ça, elle est sèche, elle est égoïste, elle est machin, et puis, progressivement, à un comportement qui est comme ça. D'accord? Vous voyez, on passe de l'état au comportement et du comportement à l'événement, qui est caractérisé par ça. Donc ça a du sens, de ce qui se passe le long de cette dimension, visiblement, ça correspond à une gradation qui a du sens d'un point de vue même de notions importantes en sémantique, les notions qu'on appelle les notions aspectuelles, et qui sont bien connues des linguistes. Maintenant, si je vais de là à là, eh bien je passe du sens événementiel au sens physique, en passant par le sens qui est à peu près au milieu ici, dont je vais vous parler, je pense qu'il a un peu le noyau de sens de simplement la sec sans garniture, qui se retrouve ici un peu au milieu. Et aussi au milieu, vous aviez le sens premier, l'humilité. Donc quand on regarde ça, c'est satisfaisant pour un linguiste de s'apercevoir qu'effectivement ce qu'il appelle sens premier, ce qu'il appelle noyau de sens, se retrouve un peu au centre de la représentation. Et puis tout ce qui va être des sens beaucoup plus riches sémantiquement, spécialisés, etc., vont se retrouver dans des coins, dans des branches, avec des gradations, donc des dimensions qui ont une certaine valeur, une certaine pertinence du point de vue sémantique. Donc a priori, il est assez content, le linguiste, et donc nous, on est assez content aussi de notre modélisation quand on a fait ça. Bien sûr, on ne se contente pas de ça. Qu'est-ce qu'on fait après? Et bien, ce que l'on fait après, c'est qu'on essaye de mettre en œuvre ces représentations, c'est-à-dire de faire des calculs de sens. Alors ça, c'est pas l'exposé que je vais vous faire aujourd'hui, mais ce qui s'est passé, en particulier avec une étudiante qui s'appelle Fabienne Venant, et qui a travaillé beaucoup là-dessus, ce qu'elle a fait à partir de là, c'est des calculs automatiques du sens de sec en utilisant des corpus qui permettent de savoir, face à un nom donné, quelle va être la région de sens qui est activée par le nom en question. Donc, par exemple, elle obtient une méthode de calcul qui lui permet de dire que quand on a, je ne sais pas moi, de l'herbe sèche, par exemple, eh bien on va se retrouver avec au milieu de l'espace. Quand on a un cœur sec, on va se retrouver du côté de l'égoïste, etc. Quand on a un cou sec, on va se retrouver dans l'autre angle. Et quand on a un homme sec, eh bien on se retrouve avec une ambiguïté, puisqu'il y a deux sens possibles, ça peut être soit le sens physique, soit le sens psychologique, et bien on trouve les deux régions, par des calculs. Alors, à partir du moment où on a ces calculs, là on peut commencer à faire des validations expérimentales de notre travail qui sont beaucoup plus sérieuses. Et en particulier, on a demandé à un travail de psycholinguistique, c'est-à-dire qu'on a demandé à des locuteurs du français de choisir des synonymes de sec dans tel et tel contexte. Par quoi vous remplaceriez sec dans homme sec? On leur donnait le choix dans une liste de synonymes. Donc ils ont mis des A, des B, des C, des D, des E, pour dire ça c'est un bon synonyme, ça c'est moins bon, ça c'est pas bon du tout. Et puis l'ordinateur, avec notre système, calculait lui aussi sa propre évaluation de ces synonymes-là. Et donc vous pouvez comparer les résultats des locuteurs du français avec les résultats donnés par le système. On a obtenu des pourcentages de réussite de l'ordre de 80%, ce qui est à la fois raisonnable, donc assez bon. C'est pour ça que je vous dis que ces méthodes géométriques ont fait leur preuve, et en même temps pas parfaites, il y avait des erreurs, et c'est dans le travail sur ces erreurs que l'on a été amené à essayer justement d'élargir un peu notre vision des choses et de passer au modèle global dont je vais vous parler maintenant. Pour dire juste un tout petit mot sur ces erreurs, ce qui se passe souvent, c'est que
on va rencontrer un nom avec des synonymes de sec, mais qui ne sont pas dans le sens de sec. Je m'explique. Si vous avez un temps sec, on rencontre dans les corpus beaucoup de temps sec. Mais on rencontre aussi dans les corpus beaucoup de temps glacé, glacial, froid, etc. Mais ce n'est pas dans le même sens. Hein. Un temps sec et un temps froid, ça n'a pas le même sens. Et nous, avec notre méthode un peu brutale dans notre de relever des fréquences dans un corpus, on traduisait tout simplement que lui, une clique comme celle-ci, il y a froid, glacial, glacé, ressemblait beaucoup aux bons emplois du beau temps. Et donc on traduisait le temps sec par temps froid, comme étant un de ces synonymes. Vous voyez le genre d'erreur que ça nous amène à faire. C'est des erreurs qui ne sont pas très nombreuses parce que, comme c'est un synonyme parmi plein d'autres, hein, dans une clique, ça ne suffit pas pour faire l'erreur. Là, si on a une erreur, c'est parce qu'on a froid, on a glacé, on a glacial, si on a trois synonymes qui fonctionnent de la bonne façon. Bref, je n'insiste pas là-dessus, mais c'est effectivement pour essayer de régler ces problèmes qu'on s'est dit, mais attention, parmi les sens physiques et les sens psychologiques de sec, on a, si on faisait le même travail pour froid, on trouverait aussi des sens physiques et des sens psychologiques. Et on devrait pouvoir être capable, par des méthodes automatiques aussi, de se rendre compte que dans le temps froid et dans le temps sec, ce sont les sens physiques de froid et de sec qui sont concernés, et pas les sens psychologiques sur lesquels ils sont synonymes. Donc de pouvoir rectifier ce genre d'erreur. Mais pour cela, évidemment, il faut qu'on soit capable de dire qu'il y a une grande dimension physique et une grande dimension psychologique, et donc de regarder les choses d'un peu plus haut. C'est pas vrai juste pour sec et pour froid, c'est vrai pour des tas d'adjectifs du français. Et donc, est-ce que c'est une grande dimension sémantique qui a sa pertinence pour l'ensemble des mots du français, même qu'on devrait retrouver dans notre petite carte locale que l'on a fait pour ça. Voilà un peu le point de départ de notre réflexion. Là, oui, c'était simplement pour montrer que les différents synonymes s'organisent dans l'espace sémantique. Je passe là-dessus. Alors donc, on s'est, à partir de là, donc pour progresser là-dedans, on s'est intéressé à cette méthode globale, enfin, à essayer de représenter globalement l'ensemble du lexique par une méthode géométrique. Et c'est donc ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, bien que ça soit encore très balbutiant, parce qu'effectivement, là, il me semble qu'on touche par la bande, et un peu par hasard, hein, sans l'avoir voulu. Vous voyez, nos motivations étaient vraiment des motivations calculatoires, d'efficacité, etc. On est arrivé à obtenir des représentations qui ont peut-être beaucoup plus de sens qu'on imaginait au départ, et donc qui, du point de vue cognitif, épistémologique, valent la peine d'être regardées de plus près. Alors je vous explique la méthode, je vous montre les résultats, et vous verrez qu'effectivement, ça peut... Oui. Est-ce que c'est intéressant de regarder l'opposé de sexe et humide? Comment ça se passe? L'opposé de sec, humide. Humide, ben oui, bien sûr, hein, là je ne l'ai pas. À vrai dire, vous pouvez le faire vous-même, parce que tout notre travail est sur le web. Hein. J'ai donné tout à l'heure un... Là, ça ne se voit pas du tout ici, vous voyez les deux adresses web qui sont au tableau. Hein. Vous pouvez aller sur un de ces deux sites, le site du CRISPO, c'est le site de l'Université de Caen, où travaille Jean-Luc Morgan qui a participé à beaucoup fait pour ce dictionnaire des synonymes. Et le deuxième, c'est celui de l'ISC, l'Institut des sciences cognitives de Lyon, où se trouve maintenant Sabine Clou, qui est à l'origine de ce travail. Hein. Et donc, sur ces deux sites, vous avez des représentations, toutes les représentations géométriques de tous les mots que vous avez envie d'avoir sur le français pour le site du CRISPO. Et sur le site de l'ISC, donc le site de Sabine Clou, vous avez aussi le même travail pour l'anglais. Elle appelle ça d'ailleurs des atlas sémantiques, parce que vous pouvez mettre en correspondance aussi les mots du français et les mots de l'anglais sur une même représentation géométrique. D'accord? Donc, il faut le faire. La question qu'il y avait un peu derrière la vôtre aussi, c'est peut-être, est-ce qu'on ne devrait pas regarder en même temps qu'on regarde des relations de synonymie, des relations d'antonymie, oui. C'est-à-dire donc des relations dans lesquelles on regarde sur les mêmes dimensions deux unités qui sont opposées. Alors, c'est une de nos motivations pour passer au global. La relation d'antonymie, non, je vais pas dire antonymie ou pas? Antinomie, voilà, je sentais que je faisais une erreur. Antinomie, et c'est évident que ça n'est pas une relation aussi simple que la relation de synonymie. Hein, vous pouvez avoir plusieurs contraires pour un même mot, hein, suivant la dimension dans laquelle vous êtes. Donc c'est une relation beaucoup plus complexe.
est beaucoup plus difficile à mettre en musique, toute seule. Je pense que quand on va voir notre présentation globale, on pourra faire la part de ce qui est relation de ces relations d'antinomie, plus facilement. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, donc j'arrive à cette méthode globale. Donc pour les raisons que je vous ai exposées, qui sont des raisons tout à fait contingentes, on s'est intéressé à l'ensemble du graphe. On a tous les mots du français, je sais plus combien, 40 000 ou 50 000 mots, avec toutes les relations de synonymies entre ces mots. Est-ce que ce graphe a un intérêt? Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose? Comment on tire quelque chose localement de ce qui se passe autour d'un mot comme ça? Voilà notre question. Alors, en fait, c'est Fabien Venant, dont je vous ai parlé, qui a beaucoup travaillé dans notre équipe là-dessus, mais la personne qui est à l'origine en fait, des idées qui nous a lancé sur cette voie, c'est pas quelqu'un de notre équipe, c'est quelqu'un qui s'appelle Bruno Gaume et qui est à l'IRIT, donc à un laboratoire de Toulouse, et qui a été le premier à se lancer vraiment dans cette voie-là, et qui nous a suffisamment excités pour qu'on s'y mette aussi. Alors, qu'est-ce que nous a raconté Bruno Gaume la première fois qu'il est venu nous voir? Il nous a dit, mais vous vous rendez pas compte, il y a une découverte formidable, personne s'en est rendu compte avant, etc. Les graphes que l'on fabrique avec les mots ressemblent aux graphes que l'on fabrique avec les gens. Autrement dit, ils ont des propriétés qui sont communes, ces graphes-là. C'est des propriétés qu'on appelle les propriétés de petit monde, de small world, qui sont des propriétés assez étonnantes sur lesquelles, depuis une dizaine d'années, pas plus, les spécialistes de la théorie des graphes se penchent avec beaucoup d'intérêt. Alors, quelles sont ces propriétés? Eh bien, ces propriétés de type small world, ce sont d'abord le fait que dans un graphe de ce type, on va très vite de n'importe quel nœud du graphe à n'importe quel autre nœud. Alors, on dit en 7, en moyenne, hein, en 7 liens, vous allez de votre voisin jusqu'à un paysan chinois du fin fond du Xinjiang. Pas plus de 7 liens sont nécessaires, quel que soit ou à peu près le type de relation que vous preniez entre les gens. Ils se sont téléphonés une fois, ils se sont vus, ils se connaissent leur nom, ils se sont serrés la main. Bon, peut-être qu'ils ont couché ensemble, c'est un peu plus long, mais pas beaucoup plus, à vrai dire. C'est-à-dire qu'on va très vite d'un individu à un autre parce que, alors pourquoi? C'est une bonne question. Parce que d'abord il y a des raccourcis, c'est-à-dire il y a des gens qui, bien qu'habitant très loin l'un de l'autre, ont eu des occasions de se rencontrer et font des raccourcis. Donc c'est un couple qui peut rendre beaucoup plus proche la Chine de la France, hein, parce que voilà, c'est un couple franco-chinois, tout simplement. Mais il y a aussi des gens qui sont eux-mêmes des pivots. Hein. Il y a des gens, comme le président de la République française, qui a absolument serré la main d'un grand nombre de présidents d'États étrangers. Et donc forcément, cet individu-là, son rayonnement est suffisant pour qu'il rapproche tout le monde en une seule main. Donc voilà, il y a ces différentes caractéristiques qui font que la distance entre deux points, entre deux nœuds, est faible. Le fait que cette distance soit faible, c'est une propriété qu'on trouve aussi dans les graphes aléatoires. Vous construisez un graphe complètement aléatoire, hein, vous prenez un certain nombre de nœuds et vous mettez un certain nombre de liens entre ces nœuds de façon aléatoire, et vous allez obtenir aussi une distance moyenne faible. En revanche, les small world ont une propriété que n'ont pas les graphes aléatoires, c'est une propriété de densité locale forte. C'est ce qu'on appelle ici le coefficient de clustering. Qu'est-ce que c'est? C'est en gros le fait que les voisins de vos amis de vos amis sont vos amis, les voisins de vos voisins sont vos voisins, ceux avec lesquels vous êtes reliés dans le graphe vont avoir tendance à être reliés entre eux beaucoup plus que deux points pris aléatoirement dans le graphe. D'accord? Une densité locale forte, c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est pas du tout une propriété qu'on a dans les réseaux aléatoires. Et c'est une propriété importante donc de tous les réseaux de type sociaux, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Enfin, il y a une troisième propriété importante, c'est une propriété de structure hiérarchique. Certains parlent de fractal, je ne sais pas ce que ça veut dire, il faudrait sans doute donner à ces mots-là un sens plus précis pour que ça ait de la valeur. Mais en tout cas, structure hiérarchique, c'est suffisamment bien cerné pour qu'on puisse en parler sans problème. Ça se traduit par une loi de puissance qui va se trouver sur les degrés des nœuds du graphe, hein, mais il y a des tas d'autres symptômes de cette hiérarchie. C'est en gros le fait que vous avez, comme je disais tout à l'heure, des éléments qui rayonnent beaucoup, d'autres qui rayonnent moins, etc. Et qu'on peut avoir l'impression, quand on regarde le graphe, c'est-à-dire regarder le graphe dans son ensemble, puis quand on regarde une partie du graphe, qu'on a à peu près le même type de structure. Des distances faibles, des densités fortes, évidemment plus vous êtes précis, plus les distances sont faibles, plus les densités sont fortes. Hein, mais on retrouve les mêmes caractéristiques. Bon, on parle aussi de graphes sans échelle, c'est-à-dire qu'il y a des scale free. Hein, il y a un facteur là qui est indépendant de l'échelle. Des propriétés qui sont indépendantes de l'échelle vont les faire. Et alors, la découverte de Bruno Gaume, mais après on s'est aperçu qu'il n'y avait pas Bruno Gaume qui l'avait trouvé, mais des tableaux, enfin pas des tableaux de gens, mais au moins un peu plus individuel dans le monde qui avait commencé à travailler aussi sur ces choses-là, c'est que, effectivement, si on regarde des relations lexicales, comme la relation de synonyme, que je montré tout à l'heure, entre des mots, on obtient toutes les propriétés de ces small words. Ils ont les mêmes caractéristiques. Ce n'est pas les seuls, hein. Internet, par exemple, le réseau physique d'Internet a cette propriété-là. Le web, c'est-à-dire donc les sites, hein, les URL qui se renvoient les unes aux autres, hein, donc le côté logique du web, a aussi cette propriété-là. Ce sont aussi des graphes de type small word. Bref, ça nous a donné l'idée qu'effectivement, il pouvait y avoir quelque chose à aller chercher dans la structure générale du lexique, si on arrivait à comprendre pourquoi les small words pour les humains étaient des small words. C'est-à-dire en quoi un réseau social, pourquoi un réseau social, on pouvait penser qu'il avait ces propriétés-là. Alors, l'hypothèse que l'on a fait, on n'est pas les seuls, je pense, c'est que si les graphes des réseaux sociaux sont de type small word, c'est parce qu'il y a une géométrie sous-jacente aux activités humaines. Autrement dit, c'est parce qu'on vit dans un monde dans lequel il y a des villes, que ces villes sont des villes, des villages, hein, donc des zones de densité plus ou moins grande dans un pays, et puis des distances entre ces zones de densité plus ou moins grande qui existent et qui sont d'ailleurs structurées dans un espace à peu près à 2 dimensions. Hein. On fonctionne un peu en altitude avec des grands immeubles, etc., mais enfin peu. Donc on peut, en première approximation, dire qu'on est en 2 dimensions, et que, de fait, toutes les activités humaines se passent dans cet espace géographique sous-jacent. Autrement dit, on peut faire l'hypothèse que si les relations entre humains sont de type small word, c'est parce que ces relations-là sont faites sur la base de rencontres qui se passent dans cet espace géographique. Et comme cet espace géographique, il est constitué comme ça, avec des densités différentes, etc., et bien du coup, les graphes ont ces propriétés, d'abord de petite longueur, hein, de densité plus forte localement, et de hiérarchie qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, vous voyez pourquoi ce problème nous intéressait, c'est que si on prend un graphe de réseau social, n'importe lequel, par exemple, je ne sais pas quoi, le graphe de tous les gens qui se sont téléphonés au moins une fois l'année dernière dans le monde, entre eux. Dans le graphe de ça. Et si en étudiant ce graphe, en travaillant dessus, en géométrisant, on arrivait à retrouver une géométrie qui ressemble à l'Atlas du monde, c'est-à-dire qu'on retrouve des grandes villes, qu'on retrouve des villages, etc., eh bien, on aurait un moyen de valider le fait que notre géométrisation du graphe social est une bonne géométrisation. Et puis, après, on pourrait appliquer la même méthode aux mots, en se disant que de la même manière que des individus se rencontrent dans un espace géographique, eh bien notre hypothèse d'existence d'espace sémantique, ça veut dire, on pourrait, dans l'analogie, la traduire de la manière suivante, les mots
se rencontrent dans un espace de sens. Qu'est-ce que c'est que deux mots synonymes? C'est deux mots qui se rencontrent sur certaines parties de leur sens, sur certaines régions de l'espace de sens. Et donc, on pourrait trouver l'espace, vous voyez, pour les humains, c'est retrouver l'espace géographique que l'on connaît bien, mais pour les mots, ça serait trouver l'espace, découvrir l'espace sémantique qu'on n'a pas beaucoup de moyens de découvrir autrement. Vous voyez un peu la... Alors, effectivement, c'est un peu le programme de recherche de Fabienne Venant de faire ça. Et elle a commencé en prenant, bon, elle n'a pas pris des graphes réels hein, de réseaux humains, parce que c'était un peu trop difficile au départ. Donc elle en a fabriqué des petits, artificiels, et elle a commencé à trouver des méthodes pour essayer de retrouver voilà, des villes et des banlieues, et des petites villes de province, etc. En fonction d'un graphe artificiel qu'elle s'était donné. Et puis, elle a fini par aboutir à une méthode pour géométriser qui tient compte de ces niveaux hiérarchiques et que je vous présente rapidement. Je ne sais pas si je suis un peu long ou... Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail technique des choses, mais en gros, l'idée c'est, vous avez vu comment fonctionnaient les clics? Les clics, c'est un ensemble d'éléments qui sont tous reliés entre eux, un ensemble de nœuds qui sont tous reliés entre eux. C'est une notion qui est très forte, mais très locale. D'accord? Donc ça permet d'avoir une espèce de vision de notre géographie, si vous voulez, dans laquelle le moindre des petits hameaux est représenté. Il est clair que si je veux représenter un atlas du monde entier, je ne vais pas représenter le moindre de ces petits hameaux, ça n'a pas de sens. Donc, je me contente de représenter les grosses villes, les grosses capitales, hein, les régions, des choses comme ça. Donc il faut que je trouve un moyen de regrouper des unités par quelque chose qui soit un peu plus lâche que les clics, hein, un peu moins contraignant. Alors on a inventé des gangs. Qu'est-ce qu'un gang ou une gang? Les gens sont des Québécois ou des Français. Un gang, c'est tout simplement un sous-graphe dans lequel on exige qu'il ait une connectivité suffisamment forte. On n'exige pas qu'ils soient tous connectés entre eux, mais que la connectivité du groupe soit suffisamment forte. D'accord? Suffisamment forte, ça veut dire au-dessus d'un seuil. Le seuil qu'on appelle C, hein, c'est la connectivité du seuil. Et donc, pour un seuil donné, C, on peut construire l'ensemble des C-gangs comme on construit l'ensemble des clics. Et l'ensemble des clics, d'ailleurs, c'est un cas particulier d'ensemble de gangs. C'est les 1 gangs qui sont les clics. Si je fabrique pour le seuil C égale 1, j'obtiens mes clics. Si je fais un C qui égale le C du graphe tout entier, je n'ai plus qu'un gang, c'est l'ensemble du graphe. Et vous voyez qu'en passant de l'un à l'autre de manière continue, de 1 vers la connectivité du graphe tout entier qui est plus faible, hein, je descends continuellement mon seuil et j'obtiens des ensembles qui sont de plus en plus grands. J'obtiens, si vous voulez, une espèce de zoom décroissant, enfin, des zooms. Donc de recul de plus en plus grand sur mon monde. Et donc, on peut penser qu'à des bons seuils, on va obtenir des représentations qui est l'état d'approximation que l'on veut pour notre géométrie. Voilà l'idée générale. On était vachement contents d'avoir trouvé ça. Et on était très contents de commencer à étudier ces propriétés des gangs. Et on n'a pas fini, hein, mais on y travaille. Mais on s'est rendu compte aussi très très vite que cela était absolument non calculable. C'est-à-dire que les gangs ont des propriétés intéressantes, mais comme c'est souvent le cas avec les graphes, les choses qui ont des propriétés intéressantes sont souvent les plus difficiles à calculer computationnel. Et effectivement, là, il y a une propriété qui manque à ces gangs, une propriété en gros qui permettrait de les engendrer, quand on connaît un seuil donné, pouvoir les engendrer au seuil supérieur, qui ne marche pas. Il n'y a pas de monotonie de cette construction. On peut très bien avoir quelque chose qui s'est arrêté de donner des gangs, et qui recommence à donner des gangs à un seuil plus supérieur. Du point de vue calculatoire, c'est une catastrophe, très exponentielle, etc. Peut-être qu'il y a moyen de faire mieux, on ne sait pas encore. Mais on s'est dit qu'on n'allait pas attendre le coup de génie qui allait nous permettre de calculer ça en temps raisonnable. Comme on veut des résultats absolument validables, hein, dans lesquels expérimentaux, dans lesquels on puisse voir ce qu'on fait
productivité quelconque, eh bien, on a pris une autre notion, on a appelé les dénoyaux étendus, qu'on a emprunté à des gens qui avaient fait des noyaux. Hein. Les noyaux, c'est pas nous, les noyaux dans un graphe, c'est quelque chose qu'on a trouvé dans la littérature, qui s'est développé dans les dernières années. Et à partir de ça, on a fabriqué nos dénoyaux étendus, qui sont une espèce d'approximation de nos gangs, qui ont l'avantage d'être calculables, hein, en temps très très raisonnable. Alors c'est quoi? Vous voyez, on est amené à travailler quand même localement, c'est-à-dire qu'autour d'un point, on définit la connectivité de tout un groupe de points. On se fabrique comme ça très facilement grâce à ces histoires de densité autour d'un point. On se fabrique des noyaux. Ces noyaux sont isolés les uns des autres, mais on sait que c'est des zones de densité forte. Ça nous est pas, c'est pas comme les clics, hein, c'est pas suffisamment, ça se recoupe pas suffisamment pour que ça soit utile. Donc, à partir de ces noyaux, on les étend, en gardant au maximum cette idée de densité forte. Et en les étendant comme ça, on obtient des premières représentations qui nous semblent assez intéressantes. Donc vous voyez, grâce à ça, on arrive à pouvoir avoir notre zoom sur l'ensemble des éléments. Et les résultats que je vais vous montrer, c'est les premiers résultats que va présenter Fabienne Venant dans le prochain congrès. C'est des résultats dans lesquels elle a pris l'ensemble des verbes du français. Alors, elle ne les a pas pris tous. Elle a pris 1 millier de verbes représentatifs de l'ensemble des verbes du français. Il y a peut-être 5000 verbes en français dans les dictionnaires, 5000, 6000. Elle en a pris 1000. Ceux qui sont les plus représentatifs au sens où qui ont des liens. Enfin, bon, elle a pris une technique pour les choisir de façon à recouvrir quand même l'ensemble des sens possibles des verbes du français. Croyez-moi sur parole. Et donc avec ces 1000-là, elle a fait ce travail, calculer les dés noyaux étendus pour plusieurs valeurs de dés, et puis faire des représentations géométriques, comme on savait les faire avec les clics. Et voilà ce qu'elle obtient. Alors c'est assez amusant parce que... c'est assez amusant. Je vous dirai après pourquoi on a été très impressionnés. D'abord, regardons en détail. Vous voyez que c'est une forme encore triangulaire, hein, c'est pas vrai, c'est pas parce que je vous ai présenté ça qu'il y avait une forme triangulaire et ça qui est une forme triangulaire. On obtient toujours des formes triangulaires, c'est pas vrai. On obtient des formes en étoile, de toutes sortes de situations locales. Et là, globalement, pour les verbes du français, on a cette forme triangulaire et qui est assez intéressante parce que, alors, je vous explique un peu le mode d'emploi. Chaque rond que vous voyez est un point de l'espace sémantique global, d'accord, de la représentation. Chaque rond est un point. La taille du rond, c'est simplement le nombre d'éléments du noyau correspondant. Hein, puisque ce sont des regroupements de mots, c'est le nombre de mots. Quand vous voyez par exemple un grand mot comme ça qui est intitulé passé, ça veut dire qu'il y a passé et, je ne sais pas, peut-être 200 verbes hein, dans ce noyau-là. Mais passé est très représentatif de ces 200 verbes. Quand c'est pas assez représentatif, elle en met plusieurs. Vous voyez, elle met attisé, excité, parce que attisé tout seul n'est pas assez représentatif. Bon, on en voit d'autres peut-être d'ailleurs. Là, brosser ici, décamper, dégarpir. Elle est obligée d'en mettre plusieurs. Enfin, c'est un système automatique évidemment qui fait ça. Quand c'est pas assez représentatif, et sinon, elle prend le plus représentatif pour vous dire. Donc, vous avez tous ces points, et vous avez donc cette espèce de grosse ville que l'on voit un peu partout à l'intérieur de cet espace. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce point-là? Eh bien, très clairement, on est du côté constructif du verbe du français. Le sens qui se déploie là, c'est le sens de verbes qui sont du côté de la création, de la production, de l'incitation, de l'excitation, etc. Il y a un côté, on va dire plus, qui est très important dans ce paquet-là. Si je vais ici, je tombe sur un antonyme. Oui, un antonyme. Un contraire. Qui est le fait qu'on est du côté de la destruction. Hein. On dévalue, on détruit, on dégrade, etc. Et puis si je vais ici, je suis du côté de la fuite. S'en aller, se sauver, etc. Éviter. Bon, voilà. J'ai 3 dimensions finalement.
ont un certain sens. Hein. Quand je regarde comment on se déplace de l'un à l'autre, c'est assez marrant. On a ici le côté positif. On va avoir ici tout plein de verbes de mouvement qui ne sont pas marqués là, mais comme passé, etc. Avant d'arriver au verbe de fuite. De ce côté-là, de la destruction, on va vers, vous voyez, des choses qui s'affaiblissent, s'amenuisent, etc. pour finir par disparaître. Donc on a, pareil, une dégradation de sens qui est intéressante. De ce côté-là, on passe par des verbes comme battre, qui ont un côté à la fois d'activité importante, tout en ayant le côté destructif dont on parlait tout à l'heure. Quand on prend une densité plus importante, si on regarde ça d'encore plus loin, vous voyez qu'on voit ce triangle se rétrécir progressivement avec quand même les trois grands paquets qui sont là, et puis ici des paquets qui commencent à devenir de plus en plus importants, hein, regroupant trop de verbes à mon avis pour ça ait du sens. Mais vous avez toute une gradation hein, entre le passage où vous allez regarder très très près ce qui se passe à la données, et puis jusqu'à cette étape-là où on est à une échelle très grossière. C'est affectif quand on a vu ça parce qu'on avait déjà étudié des petits groupes de verbes dans d'autres expériences qu'on avait faites avec Jean-Luc Manga. On avait étudié des petits verbes de mouvement comme monter, descendre, s'en aller, jeter, etc. Et on s'était rendu compte que ces verbes dits de mouvement en français, en fait, ils ne s'organisaient pas tellement pour le mouvement, mais ils s'organisaient pour des sens qui étaient des sens un peu du même genre. En particulier, monter se retrouver avec des verbes comme construire, produire, etc. Pourquoi? Eh bien parce que monter une opération. Monter une chevalière sur une bague, une pierre sur une chevalière, il y a des sens de monter qui sont du côté de la profession. Et descendre se trouvait effectivement à l'autre bout par rapport à monter, mais non pas parce qu'ils étaient opposés du point de vue d'un mouvement physique, mais du fait que descendre avait aussi des sens de type éliminer, tuer, etc., descendre quelqu'un. Et c'était de ce côté-là qu'il se retrouvait. Donc on avait déjà été surpris par le fait que le lexique, quand on l'étudie de cette manière-là, hein, à partir d'une espèce de structure qui est la structure, entre parenthèses, de la langue, hein, c'est très structuraliste qu'on a fait. Hein, on regarde la langue telle qu'elle est dans les dictionnaires, hein, on n'a pas vu en usage, simplement. Mais quand on regarde cette structure-là, c'est frappant de s'apercevoir que ce ne sont pas les dimensions physiques comme la verticale qui comptent, hein, dans l'organisation des verbes, où ici on aurait pu s'attendre à ce que des notions comme état, action, activité, enfin vous voyez, des notions accomplissement, des notions du type très aspectuel, hein, qui jouent un grand rôle dans les classifications de verbes en linguistique, que ce soit celle-là qui l'emporte. Et bien non, c'était ce triangle-là. Bon, oui. Vous avez inversé le haut et le bas. Oui, c'est pas technique, c'est un truc technique bête, c'est que quand on fait nos analyses en composante principale, dans le logiciel qu'on a écrit, on maîtrise pas bien si ça va se mettre à l'endroit ou à l'envers. On arrive avec le problème, mais je n'ai pas le. Mais sinon, oui, ça devrait être dans le même sens. Voilà. Pour retrouver les mêmes figures. Voilà. Alors, bon, vous me direz, c'est encore très très balbutiant. Oui, c'est balbutiant. Ce qui est intéressant, c'est que Bruno Gaume, dont je vous ai parlé, qui a été le premier à travailler sur ces choses-là, a lui aussi fait un travail avec tous les verbes. Lui, il a pris une technique complètement différente. Il ne s'intéresse pas aux gants, il ne s'intéresse pas aux clics. Il trouve que nos histoires de regroupement, tout ça, ça n'a pas de sens. On a des mots en français. Nous, les mots en français, ils ont plein de sens différents. Bon, on veut absolument que nos unités de sens, ça ne soit pas les mêmes. Lui, non, lui, il s'en fiche, il a des mots, il veut regarder les distances entre des mots. Et donc, il a inventé ce qu'il appelle une distance qui s'appelle la proxémie, qui est un peu compliquée, je ne vais pas vous expliquer tout ça. Mais grâce à cette proxémie, il a des méthodes de calcul qui sont super efficaces aussi. Il est vachement meilleur aussi en présentation géométrique, donc vous allez voir. Lui a fait une représentation des mêmes verbes, pas des mêmes verbes, de tous les verbes français de notre dictionnaire. Lui, c'est pas limité à lui, il les a tous. Et il a fait sa petite sauce à lui. Et voilà ce qu'il a obtenu. Donc par des méthodes qui n'ont rien à voir,
les boules que vous voyez là, ce sont pas des gants, ce sont des verbes, d'accord, ce sont des mots. Il ne les a pas tous représentés, il a représenté simplement les plus gros, mais il les a tous. Et il obtient lui aussi un triangle. Et il a édicté, indépendamment de notre boulot, il les a édictés négatifs, positifs, évasifs, parce qu'il a retrouvé les mêmes choses. Vous allez voir dans le détail. Voilà le côté négatif. Vous voyez qu'il y a brisé, détruire, écraser, bouleverser, casser, dégrader. Ce n'est pas exactement les mêmes dans le même ordre que chez nous, mais vous voyez que c'est le même genre de choses. Et si vous regardiez comment on passe des uns aux autres, on retrouvera battre, frapper, etc. Là, vous avez le point du productif, avec pareil, hein, aussi, excité qui vient en même temps de produire, faire qui n'est pas trop loin, et puis, à l'autre bout, la fuite, s'enfuir, partir, disparaître, quitter, abandonner, etc. Que vous retrouvez dans 3 années. Donc, on est en train de se dire que c'est quand même quelque chose d'assez robuste, puisque par des méthodes complètement différentes, on a l'air de capturer quelque chose qui est intrinsèque au graphe, et pas à la méthode de géométrisation. Donc, ça a l'air, a priori, relativement intéressant. Mais là où ça me fait un peu rêver, oui. Et la taille correspond au nombre d'occurrences dans la littérature? Non, pas du tout. Lui, il est toujours aussi dans un dictionnaire, il n'est pas dans un corpus. Donc, la taille qui est ici correspond simplement au degré de l'élément dans le graphe, c'est-à-dire à son nombre de voisins. Pour lui, c'est très simple. Pour nous, c'est beaucoup plus compliqué la taille, mais pour lui, la taille, c'est partir à, je ne sais pas, 200 voisins, 200 synonymes, donc il est beau comme ça. Passer à beaucoup plus de synonymes que partir. Pour nous, ça c'est quasiment iconoclaste. Hein. Pour nous, passer est un verbe très polysémique. Hein. On peut passer du café, on peut passer à côté de quelque chose, on peut passer pour, on peut passer sur. Donc il y a plein de sens différents de passer. Et donc pour nous, ça ne doit pas être un point passer. Passer, ça doit être toute une région de cet espace. Et dans nos représentations, passer occupe toute une région. D'accord? Et malgré tout, bien que vous voyez nos a priori, nos postulats de départ, etc., soient vraiment différents, le fait qu'on se soit donné comme but de géométriser un graphe, eux, lui et nous, et bien fait qu'on arrive à peu près à des résultats qui ont en tout cas quelque chose qui se ressemble. Alors je vous disais, moi, ce qui me fait rêver, c'est que si vous regardez d'un peu plus près ce triangle, et bien, on a envie de se dire qu'il s'agit là, dans les verbes, n'oubliez pas, des actions, comportements, etc., qu'il s'agit de 3 types de comportements fondamentaux des êtres biologiques. Alors je m'explique. Vous avez ici la fuite, vous avez ici l'agression, et vous avez là la reproduction, avec ses aspects constructifs, la fabrication du nid, etc. Enfin, tout ce qui va du côté d'une espèce de production-reproduction qu'on pourrait localiser dans cet endroit-là. Et puis, deux autres comportements, le comportement vis-à-vis des prédateurs, le comportement par rapport au proie. Donc on a, alors bon, tel que je le dis là, c'est une blague, hein, mais après tout, est-ce que l'on n'est pas en train de découvrir, par ce genre de technique, de découvrir des dimensions, peut-être sans avoir la valeur biologique que je voudrais leur donner, des dimensions qui, du point de vue sémantique, ont quelque chose de primitif, entre guillemets, c'est-à-dire des dimensions qui ont du sens, un peu indépendamment de la langue, un peu indépendamment de la façon dont c'est exprimé, dont ça a évolué dans le français. Est-ce qu'on ne retrouve pas quelque chose qui serait primitif dans le fait que l'on ait besoin, quand on a besoin d'exprimer, en gros, pour aller très vite, des actions. Voilà la question où on en est. Comme je vous le dis, c'est vraiment des travaux qui sont très balbutiants encore, et j'espère que dans quelques années, on pourra avoir des choses un peu plus solides à présenter, et surtout des résultats sur l'efficacité après de ce genre de représentation pour calculer le sens effectivement en contexte. Voilà.
maintenant on a un peu de temps pour la discussion. Est-ce que mais l'attitude, c'est ça veut dire que dans le langage plus ou moins ordinaire de l'informatique, qui ne parle pas de communication, la communication n'est presque pas du tout polysémique. Si on donne une définition, je vais garder un sentiment. C'est vrai qu'on peut dire que si on formalise bien sûr une formelle avec une pluralité de modèles, par exemple, comme d'avoir une médie. Qui est moins bête, mais tout est sous contrôle. Est-ce que tu as jamais réfléchi à cette absence? Le vocabulaire des mathématiques. Ouais. Bah oui, bien sûr. Ce qui est clair, c'est que le vocabulaire scientifique en général, ce qui le caractérise, c'est effectivement sa capacité à échapper à cette loi commune des mots de la langue, à savoir une évolution continue, des sens qui capturent, des sens qui perdent, etc., qui font que, je ne sais pas, à 2 siècles d'intervalle, on ne va pas retrouver l'essence des mots tels qu'ils étaient. Tu vois, les exemples sont connus, comme le mot bureau, au départ, en langue française, le bureau c'était de l'étoffe. L'étoffe de la mule, l'étoffe à côté du moine, et puis après ça a été l'étoffe qu'on mettait sur les tables, et de cette étoffe c'est devenu le bureau, le table de travail, et puis la table de travail, la pièce, le bâtiment, le bureau, etc. Donc vous voyez ce jeu-là qui fait qu'un mot dans la langue ordinaire, dans la langue, va acquérir de nouveaux sens, se déplacer, bouger, en perdre certains. Bon. Tout ce jeu, effectivement, il est comme suspendu dans le langage scientifique. Alors de fait, il l'est plus ou moins, et ça dépend beaucoup des disciplines, et ça dépend aussi beaucoup de la scientificité des disciplines. Alors, effectivement, les mathématiques, de ce point de vue-là, ont leur arrogance habituelle, je veux dire, leur capacité à effectivement prendre n'importe quel mot de la langue, en se fichant complètement même de l'idée même de métaphore, prendre n'importe quel mot de la langue pour en faire un terme mathématique. Groupe, anneau, corps, idéal, enfin, les exemples sont nombreux. Vous avez un mot qui a été pris comme ça par les mathématiciens, lié à partir sans doute d'une métaphore qu'ils ont dans sa tête, mais qui ont pris ensuite un sens extraordinairement précis en mathématiques, et dans lesquels on a le sentiment qu'il ne va plus bouger. Associer ça, bon, c'est difficile à dire, mais on peut quand même avoir ce sentiment. Alors, d'abord, c'est vrai beaucoup plus des mathématiques que d'autres disciplines. On a vu, par exemple, on voit la biologie avoir beaucoup plus de mal à faire ce genre de choses. La physique a mis du temps aussi à le faire, mais pendant très longtemps, la notion de force, d'énergie, vous savez, était très fluctuante, etc. Ça a mis beaucoup plus de temps à devenir des choses extrêmement précises, et donc à s'extirper de la loi commune des mots de la langue. Et ça n'est jamais complet, même en mathématiques. C'est-à-dire que même en mathématiques, si vous regardez de près un certain nombre de mots en mathématiques, il reste polysémique. Un de ces mots-là, par exemple, c'est le mot continu. Il est très polysémique en mathématiques. Le continu, c'est quoi? C'est la puissance du continu. C'est le continu par opposition discret en géométrie différentielle. C'est une fonction continue, c'est une fonction proche, mais qui n'a pas le même sens. Donc on garde, même en mathématiques, de la polysémie pour un certain nombre de termes. Donc voilà, mais bon, sinon, excepté ces langages qui se sont donnés des définitions, ce qui est clair, c'est que les mots ordinaires, les mots de la langue ordinaire, donc les mots de la langue, les vrais mots de la langue, eux, ils n'obéissent absolument pas à ce règle. Il est très difficile de définir, il est très difficile de définir un mot de vocabulaire. Plus le mot est courant, plus le mot est utilisé, plus le mot est compris tôt par l'enfant, il tape tôt dans l'acquisition, et plus c'est difficile de le définir. C'est quand même un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Oui. Oui, alors c'était pas de l'évolution du sens du mot. Est-ce que ça ne pourrait pas être une source que ces structures sont word? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'étudier, voir si justement
très stimulé, et que ça influe aussi sur la structure. Parce que moi je suis très fasciné par ce qu'on voit. Toi tu as dit que peut-être en Égypte, si on cherchait un environnement. Oui, enfin, des structures sous-jacentes. Moi je me demande si on ne pourrait pas aussi évoquer l'idée que ce sont ces graphes-là que notre système scientifique est capable de traiter. C'est aussi le fait qu'on est organisé en livre, en village, etc., parce que notre organisation sociale est trop compliquée pour nous, bien gérable. Bien, parce qu'elle est ingérable avec notre principe climat. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez fascinant, une question qui nous intéresse quand. Je pense que cette question de savoir comment se crée le cinéma, qui est évoquée par l'UCP, influe sur le phénomène du parc. Alors, ça c'est une grande question, hein. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que comme la langue évolue et que les mots bougent, on a l'impression que les mots passent d'un état où ils étaient monosémiques à un état où ils deviennent polysémiques. On a l'impression d'un mouvement de ce type-là. Et beaucoup, y compris les linguistes renommés aujourd'hui, étymologie, pragmatisme, des choses comme ça, partent de cette idée comme une idée absolument évidente. Or, c'est une idée complètement fausse. C'est-à-dire que, aussi loin qu'on remonte dans les langues, on va trouver autant de polysémies. Ce n'est pas la même, on va en trouver autant. Il est clair qu'il n'y a pas un mouvement du, je sais pas quoi, par exemple, du concret vers l'abstrait. C'est pas vrai. Les mots, dans toutes les langues que l'on connaît, ont toujours eu cette capacité à exprimer à la fois, à évoquer du concret, de l'abstrait, à utiliser de manière dite métaphorique, métonymique, etc. Donc on a toujours eu ça. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne saurait pas remonter à un état dans lequel, si tu veux, on n'est pas un graphe de ce type-là pour aller vers un graphe de ce type-là. Ça, c'est en diachronie. Alors, en revanche, du point de vue de l'acquisition, ça, c'est une question intéressante et que Neurobe s'y intéresse beaucoup. Est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver dans l'acquisition par l'enfant un réseau beaucoup plus simple, peut-être avec un seul niveau hiérarchique, et qui, en se complexifiant par l'acquisition, va donner cette structure des humains. Alors, ça c'est un problème auquel il s'attaque et je trouve qu'il a vraiment raison. Mais c'est vrai que, si tu veux, sinon, point de vue d'évolution des langues, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'évolution obéit à certaines règles que donne cette structure. Visiblement, les mouvements ne peuvent pas être, sont contraints par la structure, et c'est ça qui serait intéressant. Oui. Bon. Au niveau de, comme on parlait des réseaux de graphes de type Small World, il me paraît que Barabasi et toute la suite, une des questions principales qui se pose, c'est en termes de robustesse, justement, des graphes de type Small World par rapport aux graphes aléatoires. Est-ce que c'est une question que vous vous posez? Et si oui, dans quel sens? Parce que pour l'instant, ce que vous faites, c'est par rapport à des catégories, donc que ce soit des synonymes par rapport à des verbes ou autres. Est-ce que vous allez passer à un second niveau de généralisation par rapport à des phrases, etc. Et dans quel sens? Est-ce que c'est plutôt l'évolution par rapport à la question précédente, ou c'est plutôt dans un sens de traitement automatique de la langue, traduction, Alors, oui, c'est... Alors d'abord, c'est la question de la robustesse en tant que telle, c'est-à-dire même en prenant notre graphe de synonyme, est-ce que, après tout, on a fait avec 7 dictionnaires, est-ce que si on le fait avec un huitième, est-ce que si on en enlève un, ou si on enlève, je ne sais pas quoi, une partie des liens, est-ce qu'on obtient des structures du même genre? Alors la réponse est oui, enfin, autant qu'on puisse répondre, de manière, la démonstration de ça, hein, mais il semble que ce soit assez robuste. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a, d'abord le dictionnaire lui-même, il a beaucoup évolué depuis les premiers temps, parce qu'il y a plein d'erreurs qui ont été corrigées, etc. Il s'est enrichi, il y a eu d'autres choses qui ont été mises. Et bon, moi de temps en temps, je regarde les premiers mots qu'on a étudiés pour voir si ça a bougé, et ça bouge peu. J'ai eu l'impression qu'il y en avait un qui avait bougé beaucoup, c'était une maison, et puis en fait, c'était moi qui avais fait un blog, et quand on a regardé près avec Jean-Luc Manga, ça m'a su que non, ça n'avait pas bougé. Donc ça a l'air de rester assez robuste par rapport donc, à des petites modifications comme ça. Juste une petite remarque par rapport à ça. Est-ce qu'on peut traiter de la même manière des mots hautement polysémiques, comme c'était l'exemple de siècle, de passé?
et des mots qui ont polysémie beaucoup plus réduite. Est-ce qu'en termes structurellement parlant... On peut utiliser la même méthode, mais évidemment, enfin, si le mot a par exemple, je sais pas quoi, 3 synonymes dans le dictionnaire, la représentation n'a aucun sens, n'a plus d'intérêt. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de placer ce mot qui a 3 synonymes, parce que lui-même, ces synonymes-là, il y en a 100, le plus souvent un, il y en a beaucoup plus, c'est donc de les placer dans leur environnement un peu plus large, d'accord, et de voir exactement la place qu'ils occupent. C'est comme ça qu'on fait pour cette discipline. Cela dit, là où la robustesse, la question de robustesse que vous posiez et se pose vraiment pleinement, c'est j'ai pris la relation de synonymie, si je prenais une autre relation, une relation plus vague, par exemple. Et donc, Bruno Gaume, encore lui, qui a toutes les idées, ce qu'il a fait, il a pris la relation, se trouve dans la même entrée du dictionnaire, dans la même ligne. Pardon. Il met en relation la vedette, deux mots dans la langue, si l'un participe à la définition de l'autre dans le dictionnaire. Alors, en prenant, je vous vois le Robert, je crois, oui, c'est Robert. Donc, en prenant un dictionnaire de ce type-là, c'est-à-dire que tous les mots qui ont été utilisés dans l'entrée du dictionnaire, que ce soit dans les exemples, que ce soit dans la définition elle-même, que ce soit en tant que synonyme, que ce soit en tant qu'antonyme, que ce soit en tant que ce que vous voulez, s'il se trouve dans l'entrée, il en fait un. D'accord? Alors, il étudie ce graphe-là. Les résultats sont moins spectaculaires que ceux qu'il obtient avec notre graphe de synonyme. Les choses sont plus floues, plus vagues. Bon, on a quand même l'impression que c'est pas aussi net, hein, les résultats qu'on obtient. Mais bon, c'est des résultats qui ne sont pas inintéressants. Ce qu'on voudrait faire, nous, c'est quelque chose de plus important, enfin, qui à mon avis a beaucoup plus de sens. C'est qu'on veut mettre en relation les mots qui sont utilisés dans le contexte, dans un corpus, qui sont utilisés dans le contexte d'un autre mot. Sabine Plou a déjà travaillé là-dessus, elle appelle ça des contextonymes, et elle a obtenu des résultats en réappliquant les techniques de clic, etc. Elle a obtenu des résultats qui ne sont pas inintéressants. Nous, on aimerait bien, enfin, on a une autre voie, hein. On ne veut pas prendre des clics dans ce cas-là, on veut prendre, là, c'est des graphes bipartites auxquels on a affaire, et on veut des espèces de bipartites, du fait que ce n'est pas un graphe normal, standard. Et donc, on est en train d'essayer de méthode positive. Mais tout cela, il y a du travail qui est en train de se faire. Hein. Ce qui est fascinant, c'est que, on peut se dire que c'est des travaux qu'on peut faire aujourd'hui dans l'industrie facilement depuis pas si longtemps que ça. Ça fait pas très longtemps qu'on a accès à des ressources informatiques de ce type. Voilà, très facilement. Hein. On a les moyens de calcul, parce que sur ces graphes-là, si vous n'avez pas les moyens de calcul relativement importants, et quand même, vous n'avez pas oublié d'aller chercher la machine parallèle qui se trouve avancée pour pouvoir faire vos petits calculs, parce que vous êtes dans des phases où vous essayez de découvrir, donc vous avez besoin d'être sur votre ordinateur, et puis on voit le résultat qui tombe tous les jours, et puis enfin, l'oralité des physiciens nucléaires pour ça, d'accord. Donc ça fait pas très longtemps qu'on a les moyens de travailler là-dessus. Et ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit que les pans entiers des études linguistiques, enfin même des théories linguistiques, sont en train de revenir à l'ordre du jour grâce à ces méthodes. Hein, ce qu'on appelle le distributionnalisme, qui faisait partie du structuralisme, c'est vrai que c'était des théories linguistiques qui étaient restées un petit peu en plan, pas très excitantes d'un point de vue théorique, qui aujourd'hui sont en train de prendre une nouvelle jeunesse, parce qu'on a effectivement des moyens d'aller voir en quoi c'est pertinent, pas pertinent, de façon de faire. Et donc voilà, c'est assez amusant de s'apercevoir qu'il y a tout un champ là, où à la fois des moyens techniques sont en train à la fois de changer un peu la linguistique, changer aussi les méthodes de la théorie des graphes. C'est un territoire en pleine explosion, qui est dû aussi au fait que ces nouveaux graphes, ces graphes de la vie courante, on dit aussi, sont accessibles. Et donc intéressant. Oui, ce que vous avez trouvé, là, ce sur quoi vous tombez, ce sont c'est un invariant géométrique pour trouver une figure. Et là, c'est un point de vue
non historique, c'est un point de vue synchronique. L'évolution dans le temps serait intéressante. Par exemple, le small world, c'est pas plutôt small world. Je dis world, je dis world des fois, mais c'est monde. C'est pas beau, c'est monde. Monde, c'est ça. Ouais. Alors, au Moyen-Âge, il devait y avoir. Ça devait être très disjoint, non connexe. Maintenant, c'est connexe. C'est justement là vous faites l'hypothèse dont je disais qu'elle n'était pas du tout fondée. En tous les cas, il y a une évolution dans le temps très probable. Oui, mais pas de quelque chose qui aurait été moins polysémique, donc plus séparés les uns des autres, vers quelque chose de plus polysémique. Au Moyen-Âge, les mots étaient tout aussi polysémiques. Vous savez? Oui, du point de vue du world. Le monde. À l'époque du Moyen-Âge, il y avait des mondes séparés. Ah, pardon, des réseaux sociaux là. Ah, d'accord, je croyais que c'était la langue. Oui, les réseaux sociaux étaient plus séparés au Moyen-Âge que maintenant. Excusez-moi, je n'avais pas tout compris. Ça, c'est clair. Alors, donc, ce qui était séparé est devenu connexe. Oui. Et peut-être qu'il y a des phénomènes comme ça aussi dans le temps. Pour les langues. Alors, c'est ça. Alors, la question sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement raison. Sur les langues, non. Semble-t-il. Toutes les langues. Alors, on a un moyen de savoir justement si ces dimensions-là ne sont que très voilà, du français actuel n'existe pas dans les langues moyennes, qui est plus simple que d'aller regarder des dictionnaires de synonymes du Moyen-Âge, parce qu'on n'en a pas, il n'y a pas suffisamment pour pouvoir faire la comparaison. Mais en revanche, en prenant des tas de langues différentes d'aujourd'hui, si on retrouve assez systématiquement ce triangle-là, pour autant que puisse définir proprement ce que sont les verbes dans ces langues, c'est pas si loin que ça. Mais en tout cas, pour un certain nombre de langues, on arrive à trouver quelque chose de stable de ce type-là. On va dire c'est un invariant géométrique, pas simplement du graphe du français, mais du graphe des langues, entre guillemets, de n'importe quelle langue. Oui, ça, d'accord, qui est même un invariant géométrique, ça me paraît possible, mais qu'il y ait des ponts entre les langues, comme au Moyen-Âge, tous les ponts n'étaient pas encore ouverts d'un continent à l'autre, par exemple. Donc, ce qui, à l'heure actuelle, est peut-être devenu connexe, c'est-à-dire que toutes les langues sont reliées entre elles par des ponts, c'est-à-dire des mots empruntés. Ah oui, des ponts. Non, ça, je ne pensais pas à ça. Voilà, socialement, maintenant, tous les ponts sont assurés parce qu'il y a la globalisation. Hormis peut-être des mondes qu'on n'a pas encore découverts, sur Terre, tout est relié. Pour les langues, maintenant, peut-être aussi, toutes les langues ont au moins un pont, enfin, il y a au moins un pont qui mène d'une langue à toutes les autres langues. Alors, par des mots empruntés, c'est sûrement vrai qu'on se retrouve dans cette situation-là, je trouve, beaucoup moins connexes, qui sont en train de se définir, ne serait-ce que, je ne sais pas quoi, par l'anglais, l'écologie, En revanche, la relation qui est plus intéressante entre les langues, me semble-t-il, c'est pas l'emprunt, c'est la traduction. L'équivalent de synonymie à l'intérieur d'une langue, c'est la traduction entre deux langues. Dans un certain nombre de contextes, je peux traduire tel mot français par tel mot anglais. C'est pareil, c'est comme la relation de synonymie, c'est partiel, c'est pas toujours, faire dans certains énoncés, pas dans d'autres, etc. Et donc là, si on prend la relation de traduction, effectivement, on tombe sur ce qu'a fait Savigny. Voilà des atlas, effectivement, avec des relations entre les deux mondes, du français et de l'anglais. Et effectivement, là, on est dans le small world d'un coup.